Donc on ne voit pas les prix redescendre. Et donc c'est un phénomène qui semble être un peu structurel et les comportements d'achat des clients s'adaptent. Et on voit une vraie évolution dans la manière dont consomment nos clients. Et ça, c'est assez incroyable. D'une part, on voit des volumes qui sont en baisse. Là, sur un an glissant, le marché est autour de moins 4% en volume. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Français consomment moins. Et la deuxième chose, c'est qu'ils consomment moins cher. Parce que cette baisse de volume, elle s'explique à 100% par la baisse des marques nationales. Et par contre, les MDD, les premiers prix, eux, sont à peu près stabilisés. Donc la quote-part des produits typés MDD et premier prix est en forte augmentation dans le panier des ménages. Voilà, donc il y a des évolutions de comportement d'achat, il y a un marché qui est fortement chamboulé par l'inflation. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour l'événement incontournable qu'est le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités de notre écosystème en France, qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players. Ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Depuis juillet 2019, les Digital Doers rassemblent des témoignages uniques et de grande qualité, directement accessibles ici même, mais aussi sur les chaînes partenaires. En effet, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour des prestataires de services, du retail et du e-commerce. Le concept est simple, inviter un prospect à venir discuter de votre problématique avec un expert maison dans une conversation tripartite. Vous êtes intéressé ? N'hésitez pas à me contacter directement sur le site lesdigitaldoers.com ou via LinkedIn. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute, toujours sans coupure. Le Covid a largement chahuté les modèles en place et les habitudes de consommation. Dans la foulée arrivaient des acteurs nouveaux, ceux du quick commerce avec des milliards d'euros levés. Aujourd'hui, ils ont quasiment disparu de la circulation. Depuis plus d'un an et demi et la guerre en Ukraine, c'est l'inflation des produits alimentaires qui met les distributeurs sous tension. Et au milieu de ces éléments conjoncturels, les habitudes d'achat des consommateurs évoluent en faveur d'une consommation plus responsable, de produits plus locaux et plus bio. Cependant, cette réalité se heurte à une sensibilité au prix de plus en plus forte. Pour décrypter tous ces enjeux, j'ai le grand plaisir de recevoir Laurent Rapoport, directeur exécutif de Franprix et CDO du groupe Casino. Avec lui, nous allons analyser le marché pour en comprendre ses évolutions. Franprix est un acteur de proximité qui place notre invité dans une position légitime pour nous éclairer sur les forces du commerce de quartier. Nous en profiterons aussi pour lui demander ce qui reste du quick commerce. Nous nous attacherons ensuite à comprendre en détail la proposition de valeur de l'enseigne. Comment répond-elle aux différents types de besoins ou encore comment l'e-commerce s'est-il installé dans l'expérience client ? Enfin, nous ferons notre habituel focus sur les questions de la relation client, de la fidélisation, de la data ou encore du CRM. Mais avant de commencer, Laurent, peux-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour Cyril, alors déjà je suis ravi d'être ici et de partager un peu tous les enjeux que tu as très brillamment exposés en introduction. Donc moi, comme tu l'as dit, je suis directeur exécutif de Franprix et CDO du groupe Casino. Alors mon histoire, écoute, moi j'ai fait une école de commerce assez classique, donc le SCP, et j'avais pas d'idée hyper précise de ce que je voulais faire après. J'avais envie de toucher un peu à tout. Tu sais, en école de commerce, il y a les rois du marketing, les rois de la finance, ceux qui savent qu'ils ont un parcours tout tracé dans des fonds d'investissement. Moi, pas du tout. J'avais pas d'idée arrêtée. Donc, j'ai démarré dans le conseil, chez Accenture, où j'ai passé une petite année où j'ai appris vraiment des méthodes de travail assez précises, la rigueur d'un cabinet de conseil, mais je me suis pas vraiment éclaté. On est en quelle année là quand tu rentres chez Accenture ? On est en 2004. 2004. 2004, voilà. J'ai fait une petite année chez Accenture. J'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un du groupe Casino,
avec qui on a eu un super fit et qui m'a proposé de le rejoindre. Donc là, on est fin 2005. C'est grâce à Accenture ou c'est par hasard le fruit des rencontres? Écoute, chez Accenture, j'étais en mission pour Carrefour. C'est quelqu'un qui avait entendu parler de moi via des gens de Carrefour et qui venait de quitter Carrefour pour prendre un poste au sein du groupe Casino de conseiller de Jean-Charles Naouri et qui avait besoin d'un consultant à ses côtés pour l'accompagner dans des missions à la fois en France, à l'international, sur de l'exploitation magasin, sur de la construction d'offres, etc. Amener en fait son expertise de l'hypermarché qu'il a développé chez Carrefour dans le groupe Casino. Et on va en reparler, le groupe Casino qui est un groupe principalement orienté sur les formats de proximité. Mais étant donné que le groupe avait grossi avec un gros réseau d'hypermarchés, il fallait aussi cette expertise de l'hypermarché. Donc Jean-Pierre Gillot, en l'occurrence, avait été embauché pour ça et cherchait un consultant pour l'accompagner. Voilà. Donc là, c'est comme ça que tu rejoins le groupe? Je rentre dans le groupe Casino. Il y a un truc qui m'attirait vraiment dans le groupe Casino, c'est son aspect international. À l'époque, le groupe était très international, très présent en Asie du Sud-Est, Thaïlande, Vietnam, très présent en Amérique latine, Brésil, Argentine, Colombie, etc. Et moi, je n'imaginais pas ma carrière sans un passage à l'international. Donc je me suis dit, super opportunité de rentrer dans un groupe du retail, de l'international. Et j'ai travaillé quelques années avec un très grand expert du retail, qui m'a vraiment donné la passion du retail, qui m'a donné tous les réflexes. Qu'est-ce qu'on regarde quand on rentre dans un magasin? Avant que tu nous dises tout ça, quand tu es arrivé auprès de lui, la mission qui était la tienne, c'était d'être son bras droit? Exactement, non mais c'était un poste de chargé de mission, donc de bras droit, de quelqu'un qui lui-même était le bras droit de Jean-Charles Naouri pour impulser une nouvelle stratégie, principalement auprès de la branche hypermarché en France et des branches hypermarchés dans le monde, parce qu'on avait des enseignes hyper partout. Tu connais rien, je sais pas quel âge, mais enfin tu es encore très jeune. Il faut faire. J'ai 25 ans, effectivement. 25 ans. Il faut comprendre comment ça marche. Comment tu es formé? Eh bien, justement, je suis avec quelqu'un qui met beaucoup d'emphase à me transmettre son savoir, à me former. Et moi, évidemment, à 25 ans, je l'aide à formaliser, je l'aide à structurer, parce que c'est un homme de terrain, mais c'est surtout moi qui apprends de lui à ce moment-là. Et donc, j'ai passé 3 années auprès de lui. J'ai appris tous les réflexes du retailer. Qu'est-ce que tu regardes quand tu rentres dans un magasin? Un compte d'exploitation magasin. Qu'est-ce que tu regardes quand tu rentres dans un magasin? Déjà, tu regardes la propreté, évidemment. Ouais. Tu regardes la rigueur du merchandising. Tu vois tout de suite quand tu rentres dans un magasin. Si tu vois des trous un peu partout, si tu vois des produits qui sont un peu désordonnés, ça se ressent tout de suite quand un magasin manque de rigueur. Ok. Ouais. Et puis, évidemment, la propreté, l'accueil. Soit tu es bien accueilli, soit tu as quelqu'un tu croises quelqu'un du magasin, on te sourit, on te dit bonjour ou pas. Enfin, il y a plein de petites choses qui font que tu sens si c'est un magasin performant ou pas. Ok. Voilà. Tu restes 3 ans auprès de lui. Bon, ouais. Bref, tu achèves ta formation quelque part, et puis tu es le stamp retail qui se met sur toi. Ouais. Comment tu continues? Écoute, après ça, se poser la question de ce que j'avais envie de faire. J'avais touché un peu à tout. J'avais touché à des sujets d'offres, d'exploitation magasin, de supply, de logistique, etc. Et en fait, ma priorité, c'était l'international. J'avais envie de faire... Ça pouvait être dans chacun des domaines. J'avais quand même plutôt une sensibilité marketing. À l'international, c'est quoi la raison? J'avais beaucoup voyagé. Tu vois, à 18 ans, je suis parti avec 4 amis, passer 6 semaines au Vietnam. J'avais l'attrait un petit peu de l'aventure, de partir en backpack, etc. J'avais découvert l'Asie du Sud-Est et j'ai senti une énergie là-bas que j'ai eu envie de retrouver dans ma vie professionnelle. Okay. Et l'idée de travailler avec des gens de cultures différentes, avec quelqu'un qui apporte, enfin des personnes qui apportent un regard différent, une approche différente, travailler en anglais, ça m'a toujours attiré. Et j'ai eu l'opportunité à l'issue de ces 3 premières années dans le groupe Casino, de partir en Asie du Sud-Est, en Thaïlande plus précisément, chez Bixi, qui était à l'époque une grosse filiale du groupe Casino. Là, on est 2008-2009 ? Exactement, 2008. Ouais. 2008, mi-2008. Donc je pars, 28 ans. Pour aller chez Bixi. Donc on ne connaît pas Bixi, en France ? Qu'on ne connaît pas en France, mais qui était une vache à lait du groupe Casino, parce qu'une filiale très rentable, qui se développait très très vite, je vais y revenir. Avec des formats qu'on connaît ? Alors, surtout hypermarché. Et à l'époque où j'y étais, on lançait les formats de proximité.
C'est une marque qui a été développée from scratch par Casino ou c'est le rachat d'un acteur local? Ça a été racheté à un acteur qui s'appelle le groupe Central, qui est un acteur majeur de la distribution en Thaïlande. Donc tu arrives à 28 ans là-bas, en Thaïlande. Ouais. C'est quoi ton boulot? Alors, mon premier boulot déjà, ça a été de bien connaître les magasins. Donc j'ai d'abord été adjoint du directeur de l'exploitation, qui m'a envoyé un peu partout en Thaïlande pour comprendre le business, pour comprendre le marché. Tu peux nous donner des éléments de taille de marché pour qu'on se rende compte de ce que c'est la Thaïlande? C'est quoi encore? Alors, en Thaïlande, de mémoire, je ne veux pas dire de bêtises, il y a à peu près 70 millions d'habitants, en tout cas quand j'y étais. Donc comparable à la France en termes de taille de marché. Par contre, ce qui était incroyable quand je suis arrivé, c'est que la distribution organisée, donc supermarché, hypermarché, grande distribution comme on l'appelle en France, était encore très peu développée. Et il y avait plein de territoires qui étaient complètement vierges de grande distribution, où tu ne faisais tes courses que sur des marchés traditionnels, que ce soit de l'alimentaire, du non-alimentaire, du textile et autres. Et du coup, c'était une phase où le commerce organisé se développait. Et moi, avec Bixi, j'ouvrais quasiment un hyper par mois sur les 4 années que j'ai passées en Thaïlande. Comment on fait pour ouvrir un hyper dans un déjà, pour répondre à ça, d'abord bien connaître le réseau, et ensuite j'ai pris une direction marchandise où j'étais patron de l'offre, du merchandising, du concept magasin et du pricing. Du coup, j'étais tout ce qui est transverse à côté des achats et des négociateurs qui, eux, étaient en relation directe avec les fournisseurs. Et donc, mon rôle, c'était de définir les plans magasins, les allocations de surface par catégorie de produits, le merchandising. Pourquoi je te dis ça? Parce que chaque nouveau magasin, on a appris du magasin précédent et on fait évoluer notre concept. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Et comment on fait? Bah écoute, c'était pas mon rôle, mais on trouve des emplacements, on a les travaux qui, boum, font sortir un hyper de terre, en général dans des zones où ils ne connaissent pas l'hypermarché. Donc il y a tout un travail de communication en amont pour dire, regardez, il y a Bixi qui arrive, on va ouvrir. Et comment on se fait connaître? C'est que la semaine de l'ouverture, tu as des promos énormes que tu as teasées pendant le mois qui précède, et tu as des affaires de dingue à faire. Donc on se retrouve avec des hyper noirs de monde, même avec la queue devant le magasin au moment où ça ouvre. Un hyper en Thaïlande, ça ressemble à ce qu'on connaît en France, ou c'est très différent en termes d'organisation, de merchandising? C'est pas hyper différent, parce que tu as une zone produits frais, tu as une zone PGCFI, tu as un grand espace non alimentaire. Ils étaient à l'époque beaucoup plus vendeurs de textiles que le sont les hypermarchés en France, parce que tu n'avais pas toutes ces marques et tous ces spécialistes du textile. Ça fait une taille similaire à un hypermarché? On ouvrait des magasins entre 5 et 10 000 mètres carrés. Voilà, ce qui est à peu près similaire à des petits hyper en France. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que la zone produits frais, pour le coup, n'a rien à voir avec les hypermarchés français. C'est que la zone produits frais là-bas reconstitue complètement les marchés traditionnels. Donc c'est plein de petits stands avec des vendeurs, des poissons vivants. Voilà, t'as l'impression d'être dans un marché traditionnel. J'allais dire, c'est un peu le bordel. Y a des gens qui cuisinent à l'intérieur de l'hyper. Tu peux acheter des plats prêts à préparer. Bon, on reconstitue cette ambiance marché. Comment c'est perçu par les populations locales qui découvrent finalement un concept de vente complètement nouveau? C'était pas l'ouverture d'un énième supermarché, c'est l'arrivée de la grande distribution dans leur vie. Ouais. C'est dur à dire, parce qu'en même temps, on passe du monde du commerce un peu sympa, de proximité, au monde de l'hypermarché. Donc te dire que c'est super, que c'est génial, c'est un petit peu dur à dire, mais en tout cas, t'apporter une facilité de faire ses courses, et le tout sous le même toit, c'est-à-dire pouvoir acheter ton jean, tes produits frais, tous tes produits du quotidien dans un même point de vente. C'est quand même, ça révolutionne un peu, c'est la manière de faire ses courses, et cet avantage du tout sous le même toit, dans ce type de pays, c'est un vrai plus pour faire ses courses. Et en plus, c'est vrai que la puissance d'un groupe de retail organisé fait qu'on peut tirer les prix vers le bas, et donc proposer des prix hyper attractifs. Donc c'était vachement bien accueilli par les populations. 4 ans t'y restes, on arrive à 2012. Qu'est-ce que tu retiens? C'est quoi les éléments forts avec lesquels tu pars de cette expérience? Écoute, la capacité à se réinventer en permanence, parce que comme on est dans un groupe un peu nouveau, qui est en pleine expansion, on ne vit pas sur les grands groupes de retail qui ont
20, 30, 50 ans d'acquis sur des méthodes de travail. Donc on se remet en question en permanence, on teste des choses nouvelles à chaque fois qu'on ouvre un magasin. Voilà, le test and learn, ça prend vraiment tout son sens. Donc je retiens cette dynamique d'expansion, cette dynamique de tester des nouvelles choses et surtout le fait de travailler avec des gens de cultures différentes et notamment des Thaïs. C'est très particulier. Pour te donner un petit peu l'état d'esprit, le Thaï ne veut surtout pas vexer son patron. Il ne faut pas que le patron ait des soucis. Donc, quand il y a le feu, si tu n'as pas des KPI qui te disent et qui te montrent clairement ce qui se passe, tu ne le sauras pas. Tu le sauras pas. S'il y a le feu dans ton magasin, si tu n'as pas un KPI qui montre qu'il y a le feu, on ne veut surtout pas froisser le patron, donc on ne va pas lui dire. Donc, ça oblige à avoir une vraie dimension contrôle, data, et challenger pour avoir l'information. Parce que l'information, elle ne vient pas naturellement à toi, surtout quand c'est une mauvaise nouvelle, quoi. C'est intéressant. Comment vous faisiez pour la communication? Ils parlent tous anglais? Ouais, la langue de travail, c'est l'anglais. Ok. C'est l'anglais. Alors, j'ai appris à baragouiner un petit peu en Thaï. et j'ai quelques restes quand je pars en vacances en Thaïlande. Et donc, quand j'arrivais vraiment pas à me faire comprendre en anglais, je pouvais utiliser 2-3 mots de thaï, mais la langue de travail, c'est l'anglais. Ça n'a pas été une barrière, donc il n'y a pas eu de problème de la langue. Non, ça, on s'adapte très vite. Ok. Pas de problème. Tu fais quoi après ces 4 années passées en Thaïlande à faire ça? Alors, envie de rentrer en France déjà. Dans la vie d'expat, surtout après 4 ans en Thaïlande, il y a une question qui se pose, c'est est-ce que je pars dans une carrière d'expat? Et j'en ai vu beaucoup en Thaïlande qui étaient là depuis 10-15 ans. Et c'est vraiment un choix de vie, hein, là, à titre personnel. Ou est-ce que je rentre en France, me ressourcer, revenir près de mes proches, etc. J'ai choisi la deuxième option, j'avais vraiment envie de rentrer. Et là, j'ai rencontré Jean-Paul Onillon, qui était patron de la centrale d'achat du groupe Casino. Et j'ai eu tout de suite en tête de faire des achats, de connaître un petit peu. J'avais la partie client, on va dire, la partie front, c'est la partie commerce, magasin, merchandising, offre, etc. La partie, l'envers du décor, et notamment la relation fournisseur, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et puis, quand tu es en grande distribution, tu entends tout le temps parler de ces négociations commerciales et de savoir précisément... Là, en ce moment particulièrement. Particulièrement en ce moment. Et savoir ce qui se passe dans un box de négociation, comment tu gères une situation conflictuelle, voilà, comment tu mènes une négociation, c'est vraiment quelque chose qui me titillait. Donc j'ai rejoint la centrale d'achat du groupe Casino en 2012. J'ai été chef de groupe aux achats non alimentaires pendant quelques années, et voilà, j'ai fait quelques années dans les achats. Les achats, effectivement, tu viens bien de préciser qu'il y a 2 notions dans les achats, l'alimentaire et le non alimentaire, parce que c'est vraiment 2 façons d'acheter différentes. Ouais. L'achat dans la grande distribution, on entend dire beaucoup de choses, particulièrement, là, comme je l'évoquais tout à l'heure, en ce moment, puisqu'il y a le gouvernement qui fait pression sur les marques pour venir renégocier les prix avec les centrales d'achat. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience qui, comme tu le disais, tu étais plutôt front, donc en phase avec le marché. Là, tu es back, c'est-à-dire que tu vas aller faire le sourcing auprès des différents fournisseurs sur le non-alimentaire. C'est âpre, c'est dur. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Alors, j'avais 2 types de fournisseurs. Il y a des fournisseurs notamment avec qui tu fais de la marque propre, où tu es plutôt dans une relation de co-construction, où c'est pas forcément conflictuel. Bon, on se bat un peu sur les prix, mais voilà, on co-construit, on développe des gammes avec des fournisseurs. J'ai envie de dire, il n'y a pas de choc culturel, c'est une relation commerciale, j'allais dire plutôt classique, même si on se bat un petit peu sur les prix. Non, j'avais une autre partie de mon portefeuille qui était des marques nationales, et en l'occurrence, j'avais du bricolage, de l'automobile, etc. Donc j'avais, comment dire, Procter, Henkel, sur des marchés de papeterie, de bricolage, etc. Et là, c'est vrai qu'on rentre dans une situation qui est un peu théâtrale, quoi, où chacun joue sa partition. Toi, tu te fixes des objectifs, hein, par fournisseur. Moi, je pense que là, j'ai un petit peu de marge. Je veux aller chercher de la marge, donc je me fixe d'aller chercher des réductions de prix de l'ordre de 2, 3, 4, 5%. Et en face, il y a un fournisseur qui essaye de te passer des hausses de prix. Donc, au début, chacun joue sa partition, essaye de mettre en avant des arguments pour défendre son point de vue. Ça peut se friter un peu, hein, c'est un peu du théâtre, c'est-à-dire qu'il faut parfois... C'est-à-dire que le ton monte? Comment ça... ça dépend des styles de négociateurs. Moi, j'étais pas du genre à monter dans les tours et à gueuler. Il y en a
qui arrivent à leur fin comme ça. Je pense qu'il n'y a pas de bonne méthode, hein. Chacun a ses méthodes de négociation. Moi, je restais, assez soft sur la forme, mais dur sur le fond. Et tu commences par jouer un peu ta partition, tenir tes positions, chacun joue un peu son rôle, et puis progressivement, les objectifs se rapprochent et les positions se rapprochent, et on finit systématiquement par trouver un accord. Et une bonne négociation, c'est quand on trouve un accord win-win, c'est-à-dire tu fais baisser les prix du fournisseur au niveau auquel tu souhaitais, mais tu lui assures un volant d'affaires qui, lui, le satisfait. Et donc, tu arrives souvent, quand même, dans des négociations, à des situations win-win où tout le monde est gagnant. Mais tu passes par des phases où c'est un peu le théâtre, effectivement. Chacun joue son rôle, chacun s'offusque des paroles de l'autre, etc. Mais ça part pas systématiquement dans les tours. Il y a aussi un mythe qui s'effondre un peu de se dire on se fight, on claque la porte, etc. En tout cas, dans les négociations que j'ai menées moi, c'était pas le cas. Voilà. Donc, tu as développé tes talents de négociateur, indéniablement, avec cette partie. Tu fais ça pendant combien de temps ? Alors, j'ai d'abord été 2 ans à la centrale d'achat non alimentaire du groupe Casino. Et ensuite, j'ai continué dans les achats. J'ai pris la direction d'une JV qui s'appelle Inca et qui regroupait des négociateurs. C'était une centrale d'achat commune entre Intermarché et le groupe Casino. Inca, INCA. INCAA. Ok. Intermarché, Casino, Achat. Ok. Voilà. Et ça, aujourd'hui, c'est ce que font tous les distributeurs en France. Ils s'associent entre concurrents pour avoir un poids de négociation plus fort auprès des fournisseurs. Sauf qu'en 2014, c'était le début. C'était la première grosse centrale d'achat, 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires achat, donc très gros, et ce qui permet aux distributeurs d'avoir un poids plus fort face aux fournisseurs alors, on a l'impression que c'est la grande distrib qui s'allie pour écraser les fournisseurs, mais en face, quand tu as des Coca, des Nestlé et autres, qui sur certains marchés font jusqu'à 60% de part de marché, même quand tu fais 20-25% de part de marché, t'es petit à côté. Donc ça rééquilibre aussi le rapport de force. Voilà, donc j'ai été secrétaire général de cette structure qu'il a fallu monter de toutes pièces, travailler les process de travail, les méthodes, le cadre juridique, les RH, etc. Et après, j'ai monté le même type de centrale d'achat en non alimentaire cette fois. Et c'était une alliance entre Conforama et le groupe Casino sur tout ce qui est bien technique. Donc les biens d'équipement, l'informatique, l'audiovisuel, l'électroménager, etc. Où là, tu es aussi dans des négociations. Donc là, pour le coup, j'étais directeur exécutif, donc en charge d'assurer les négociations et la performance achat. Et là, tu es quand même dans des relations un peu plus constructives que dans les fournisseurs d'alimentaire. Pourquoi ? Parce que tu négocies pas qu'un contrat cadre. Donc, tu négocies des gammes de produits qui se renouvellent tous les trimestres, etc. T'es pas que à batailler sur le prix du Nutella, quoi. Si je schématise. Tu quittes les achats en quelle année ? Je quitte les achats en 2019. En 2019 pour rejoindre Franprix ? Oui, pour rejoindre la Galaxy Franprix. La Galaxy Franprix. Mais alors pas l'enseigne Franprix du tout, vu que j'ai pris la direction d'une enseigne qui s'appelle Le Drugstore Parisien, qui est une enseigne, qui a rien à voir avec les marchés que je traitais auparavant, qui est une enseigne qui a été montée par le groupe Casino en partenariat avec L'Oréal pour créer le drugstore un peu à l'anglo-saxonne dans Paris. Tu vois, le magasin beauté, bien-être, hygiène, make-up, soins, etc. Et qui n'existe pas vraiment en France, qui est plutôt anglo-saxon. C'est plutôt anglo-saxon. Ce rôle, il est plutôt tenu par un Monoprix, par exemple, qui est en centre-ville, et par les parapharmacies. Voilà. On a voulu créer ce concept. L'idée, c'était que Casino, et en l'occurrence Franprix, vu que c'est Jean-Paul Mochet, président de Franprix à l'époque, qui a imaginé ce concept avec Hervé Navelou, qui était directeur général de L'Oréal France à l'époque. Et l'idée, c'était que Casino apporte son expertise du commerce de proximité et L'Oréal son expertise du monde de la beauté. Voilà, donc on a créé des magasins dans des emplacements vraiment stratégiques, à fort flux, pour créer un nouveau concept. Voilà, j'ai rejoint à ce moment-là, j'ai fermé des magasins qui ne marchaient pas. J'en ai ouvert d'autres, notamment Gare Saint-Lazare, qui a très très bien marché. J'ai beaucoup affiné le concept parce qu'il était un peu mass market dans l'offre qu'on trouvait dans le concept.
Je l'ai rendu un peu plus différenciant, avec des marques un peu plus dénichées, on va dire, qui apportent de la différenciation par rapport à la grande distribution. Donc pas uniquement du L'Oréal. Pas uniquement de L'Oréal, au contraire. J'ai fortement réduit la part d'offre de L'Oréal. J'ai rajouté plein de petites marques bio, tendance, etc. Et injecté aussi du lifestyle un peu dans le concept qui était quand même très beauté, donc un peu trop niche. Ça a commencé à super bien marcher. Le problème, c'est qu'il y a le Covid qui est arrivé. Et pour une enseigne qui n'est pas encore une enseigne de destination, si tu veux, quand les flux disparaissent dans la gare Saint-Lazare, près des Galeries Lafayette, le truc a beaucoup souffert. Donc, voilà, j'ai développé cette enseigne, j'ai développé du e-commerce, j'ai développé des nouveaux débouchés. Le Covid a fait un petit peu de mal, mais entre-temps, vu la manière dont ça se passait, et ça se passait plutôt bien au drugstore, Jean-Paul Mochet et Cécile Guilloux, qui étaient respectivement président et DG de Franprix, m'ont sollicité en plus du drugstore pour prendre une fonction au COMEX de Franprix. Et à ce moment-là, j'ai pris la direction marketing et digital de Franprix. Et j'ai gardé le drugstore parisien qui m'occupait une petite partie de mon temps, mais j'ai mis quelqu'un à la tête du drugstore. Voilà. Et là, j'arrive chez Franprix. Tu arrives chez Franprix, ta lettre de mission, c'est laquelle ? Et développe jusqu'à aujourd'hui, quoi. Ouais. Alors, j'ai pris le marketing, le digital. Il y avait un boulevard sur le digital, parce que le digital venait d'être lancé. Je vais en reparler, mais Franprix venait de lancer le e-commerce. Il fallait développer cette activité très vite, très fort. Et surtout, on avait un marketing qui n'était pas du tout omnicanal. C'est-à-dire, tu avais le marketing qui gérait le marketing des magasins et le digital qui faisait sa vie dans son coin. C'est pour ça c'était siloté, quoi. C'était siloté. Le digital était un peu satellisé dans la boîte. Et moi, ma feuille de route que je me suis fixée, c'était vraiment de créer un marketing qui soit omnicanal, une marque qui raconte un peu l'omnicanalité, développer le e-commerce et puis retravailler complètement à la fois la connaissance client, l'expérience client, le CRM, etc., notamment via les programmes de fidélité. Enfin, ça, je pense qu'on y reviendra un petit peu. On va y revenir. Merci pour cette introduction sur ton parcours. Je pense que c'est clair dans les oreilles des auditeurs, que tu es largement légitime pour nous parler de la suite. Justement, et la suite, j'aimerais t'entendre sur les sujets de marché, avant qu'on revienne sur Franprix, que tu nous donnes des indicateurs pour bien comprendre qui est Franprix, son positionnement, sa présence géographique aujourd'hui, quelle sera-t-elle plus tard. Enfin, on va revenir sur sa proposition de valeur. Mais avant de le faire, j'aimerais qu'on parle de la distribution alimentaire, peut-être avec un focus sur la distribution de proximité, le commerce de proximité. Tout à l'heure, j'évoquais le commerce de quartier. Je ne sais pas si c'est vraiment un mot qui est utilisé, mais c'est une notion, à mon avis, qui doit parler à beaucoup de gens, ce commerce en bas de chez soi. Urbain, majoritairement. Voilà. Comment tu vois les éléments conjoncturels venir perturber, renforcer, chambouler, faire évoluer finalement ce marché de la distribution alimentaire ? Alors déjà, comme tu le disais en introduction, le marché a été extrêmement perturbé par l'inflation et l'est toujours. On a connu, depuis la crise ukrainienne, une inflation qui est supérieure à 20%. On a eu 21% d'inflation. Il y a aujourd'hui, au moment où on se parle, personne ne voit de signe de déflation. On sait que le niveau de prix actuel est parti pour durer. Et malheureusement, j'ai envie de dire, même si on va se battre pour essayer d'obtenir des baisses de prix, on sait que l'année 2024 sera toujours une année avec un niveau de prix très élevé. Alors, ça s'est stabilisé. La croissance de l'inflation va s'arrêter. L'inflation va s'arrêter, mais par contre, on ne voit pas de déflation, donc on ne voit pas les prix redescendre. Et donc, c'est un phénomène qui semble être un peu structurel. Et du coup, les comportements d'achat des clients s'adaptent. Et on voit une vraie évolution dans la manière dont consomment nos clients. Et ça, c'est assez incroyable. D'une part, on voit des volumes qui sont en baisse. Là, sur un an glissant, le marché est autour de moins 4% en volume. Dans l'ensemble du PG, dans l'ensemble de l'alimentaire en France. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Français consomment moins déjà, donc moins de volume. Et la deuxième chose, c'est qu'ils consomment moins cher. Parce que cette baisse de volume, elle s'explique à 100% par la baisse des marques nationales. Et par contre, les MDD, les premiers prix, eux, sont à peu près stabilisés. Donc la quote-part des produits typés MDD
et premier prix, et en forte augmentation dans le panier des ménages. Voilà, donc il y a des évolutions de comportement d'achat, il y a un marché qui est fortement chamboulé par l'inflation, et donc le rôle des distributeurs, le gros challenge, c'est de s'adapter et c'est de trouver des solutions pour continuer à séduire les consommateurs et à faire en sorte que nos clients continuent d'acheter chez nous. Donc là-dessus, il y a vraiment un gros challenge. Et après, dans les formats, on voit, ça c'est une tendance lourde, que le format de proximité est en forte croissance. Et ça évidemment, ça date pas de l'inflation, ça date depuis pas mal d'années maintenant, il y a une dizaine d'années que le marché de la proximité est en croissance. Et donc, c'est vrai, il est en croissance, et ça, tout le monde le dit, qu'il est en croissance. Cependant, j'aime bien rappeler qu'il reste quand même 80%, je ne sais plus quel est le chiffre, souvent j'aime bien prendre la règle des 80-20, une grosse partie des volumes qui sont réalisés en hyper. Absolument, voilà. Absolument. Non, bien sûr. La proximité est notamment très légitime dans le milieu urbain. C'est des magasins dans lesquels on se rend à pied, donc évidemment, toutes les zones rurales sont un petit peu vierges de commerce de proximité, et le format dominant, ça reste l'hypermarché ou les grands supermarchés. Comment on explique finalement que le commerce de proximité voit une croissance dans cette période d'inflation, alors que c'est peut-être pas le cas dans les hypermarchés, sachant qu'il y a un prix, tu le disais, le prix est quelque chose d'important, avec les marques nationales dont la part décroît dans le panier moyen au profit des MDD et des premiers prix. Donc la notion de prix est importante. Si la notion de prix est importante, on peut se dire qu'on va favoriser les formats de distribution où les prix sont plus contenus, comme les hypermarchés, et moins le commerce de proximité qui offre d'autres alternatives, mais dont les prix sont quand même plus élevés que dans un grand format. C'est un bon point. Déjà, depuis l'inflation, il y a certaines enseignes d'hypermarchés qui reprennent vraiment du poil de la bête et qui gagnent des parts de marché. Leclerc est en fort gain de parts de marché depuis la crise inflationniste. Donc ça relativise un peu le propos sur le format hypermarché depuis l'inflation. Et effectivement, les hyper se portent un peu mieux depuis l'inflation, en termes de fréquentation, parce que les gens sont à la recherche de prix. Après, il y a un autre facteur qu'on oublie un peu quand on parle d'hypermarché, c'est que en moyenne, les gens peuvent faire 10, 15, 20 km pour se rendre à l'hypermarché. Et comme l'essence est très coûteuse, quand on fait le calcul, se rendre dans son magasin de proximité à pied, c'est aussi faire des économies. Voilà, donc il y en a aussi qui font le calcul, qui ne prennent plus la voiture pour aller à l'hypermarché et qui préfèrent se rendre au plus rapide, au plus proche. Et en parallèle de ça, les modes de vie et les modes de consommation, comme je disais, évoluent. Les gens souhaitent quand même allouer moins de temps à leurs courses alimentaires, vont au plus rapide, au plus pratique. Et donc, forcément, la grande sortie à l'hypermarché le week-end, ça date plutôt des années 80-90. Aujourd'hui, on a envie de faire ses courses rapidement, et c'est aussi pour ça que le e-commerce explose, mais c'est aussi l'évolution des modes de vie est aussi favorable au format de proximité. On va à côté de chez soi, au plus simple, au plus rapide. Intéressant ce que tu dis. Est-ce que cette réalité est partagée sur toutes les zones géographiques en France ? Parce qu'on est à Paris, quand on enregistre, Franprix est très parisien. Cette réalité que tu décris, c'est la mienne aussi. Voilà, je vois bien de quoi tu parles. Mais quelqu'un, là je te le dis d'autant plus volontiers que, comme beaucoup le savent, j'ai traversé la France à vélo et j'ai traversé donc des zones rurales, des petites villes. Est-ce que cette réalité-là, elle est partagée ailleurs sur le territoire ? Alors c'est une bonne question. Alors je corrige un peu, Franprix est très parisien, mais se développe beaucoup dans la région lyonnaise et dans le bassin méditerranéen, et notamment l'agglomération marseillaise, on va y mais revenir. dans les grandes villes. Mais effectivement, mais dans les zones rurales, et dans des villes qui n'ont pas la taille critique pour avoir un magasin de proximité, évidemment que les modes de consommation, c'est de se rendre à l'hypermarché ou dans le marché traditionnel, on va dire, qui est à côté. Donc, un peu, voilà. Mais c'était juste pour remettre les choses dans le contexte. On a effectivement, mon propos, il concerne principalement les grandes agglomérations, mais on voit que dans des zones périurbaines ou dans des villes un peu reculées, plus petites du Grand Paris, Franprix se développe très vite. Et Franprix a un accueil qui est excellent des clients parce que on apporte une manière de consommer différente. Je me rends à pied faire mes courses, j'ai des produits et des services de qualité
à côté de chez moi, et donc ça apporte quand même énormément de praticité. Alors oui, on n'a pas les prix de Leclerc, mais on a quand même d'autres arguments. Exactement. C'est pas la même proposition de valeur qu'un hypermarché. Dans cette notion de marché, le consommateur, on en parlait un peu, j'aimerais bien que tu nous... qu'on aille un peu plus loin sur en fait ses besoins. On a parlé des produits avec un arbitrage pris pour... Bon. J'ai évoqué dans l'introduction le bio aussi. Est-ce que tu constates aussi cette baisse finalement? Est-ce que c'est une baisse de qualité? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un arbitrage qui existe. Et puis, en termes de services, tu as évoqué l'e-commerce. Comment tu perçois les évolutions de livraison en fait, du e-commerce dans l'alimentaire? Alors, plusieurs choses dans la question. Déjà, effectivement, tu le disais en introduction, il y a des injonctions un peu contradictoires dans la manière de consommer. C'est-à-dire, on veut du qualitatif, on veut du local, on veut du bio. Enfin, quand je dis on, le consommateur. Et en même temps, le consommateur veut du prix. Donc forcément, les deux vont pas toujours avec. Mais par contre, les deux tendances de consommation sont assez marquées, sont assez lourdes. Le bio, oui, on le sait tous, il y a une très forte croissance du bio. C'est beaucoup plus dur depuis 2 ans sur le bio parce que, évidemment, les problèmes de prix, quoi. On est sur des price points qui sont un peu plus élevés et on a aussi des nouvelles tendances autour du local, autour des listes d'ingrédients courtes, du qualitatif, mais pas forcément du bio. Voilà. Et donc, ça crée des tendances de consommation qui sont un petit peu ambivalentes. Ma vision, c'est que le bio n'est pas mort du tout. On voit notamment chez Franprix que le bio continue à être une quote-part importante de notre chiffre d'affaires et qu'on a beaucoup de consommateurs, de clients qui recherchent du bio. Donc, je pense que ça va repartir, notamment, on l'espère, avec la déflation. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a aussi une recherche de produits sains, de produits locaux. C'est vraiment le local a vraiment le vent en poupe et qu'on se doit en tant que distributeur de s'adapter à ça et de proposer ce type de produit. Après, sur la livraison, alors j'en ai pas encore beaucoup parlé, mais Franprix s'est lancé en 2018. Tu vas en parler, on va prendre le temps d'en parler, mais globalement, comment tu vois l'ensemble du marché, sans forcément le lier tout de suite maintenant à Franprix, mais les attentes des consommateurs? J'évoquais effectivement le quick commerce qui a quasiment disparu. Comment ils perçoivent ça? Pour moi, j'avais 2 types d'utilisation de la livraison de courses alimentaires à domicile. Le plein, d'un côté, on fait livrer un gros volume de courses pour tenir une semaine. Et puis de l'autre côté, les livraisons ponctuelles de produits dont on a besoin et qu'on a oublié, par exemple. Le Covid a changé beaucoup de choses. On a connu l'explosion du e-commerce pendant le Covid. On a atteint des niveaux records de e-commerce pendant le Covid. Et depuis, on va dire depuis 18 mois à peu près, on voit que le marché du e-commerce alimentaire a plutôt tendance à être stable ou en très légère croissance. Mais on a vu des clients qui ont envie de revenir en magasin. Et c'est là où la dimension humaine, relationnelle du commerce a encore toute sa place, et on le voit vraiment chez Franprix. Après, il y a eu ces fameux quick commerçants qui sont arrivés, ils étaient une dizaine, ils sont tous morts depuis, ou ils sont tous partis, il doit en rester un, il reste Flink, sauf si je me trompe, qui avaient pour ambition de complètement révolutionner le marché de la distribution. Ils sont arrivés, ils ont pitché, ils ont levé des milliards en racontant qu'ils allaient tuer les distributeurs parce que on pouvait faire ses courses et être livré en 10 minutes en restant chez soi. Qu'est-ce qui reste de ça? Alors, il reste, pour moi, ça a quand même fait prendre conscience qu'il existe un marché sur l'immédiateté, sur le dépannage, y compris en e-commerce. Pour revenir à ta question sur le gros plein de courses versus le dépannage, on s'est rendu compte, et d'ailleurs Franprix était positionné dessus avant que les quick commerçants arrivent, qu'on pouvait aussi faire ses courses tous les jours, tous les 2 jours en dépannage, via du e-commerce, vu qu'on est livré dans la demi-heure, vu que il nous manque du lait, des œufs, on veut faire des crêpes, clac, en 20 minutes on est livré chez soi. Donc ça a fait prendre conscience quand même qu'il y a un marché sur le dépannage alimentaire en e-commerce.
Et Franprix en bénéficie parce qu'aujourd'hui, c'est une activité qui est en forte croissance chez Franprix. Ce marché, il a aussi été préempté par les marketplaces, c'est-à-dire Uber Eats et Deliveroo. La verticale course avec tous les distributeurs se développe très très vite. Donc il y a un marché, c'est vraiment un segment du e-commerce qui est en croissance pour le e-commerce de proximité, mais voilà, un e-commerce de dépannage. Après, il y a aussi le gros plein de courses, et ça, vous avez plein de solutions qui existent sur le marché et qui fonctionnent très bien. Donc pour moi, il y a la place pour les deux. Il y a à la fois le gros plein où on commande, on est livré à J+1 pour ses courses de la semaine ou des 15 prochains jours, et à la fois les coûts de commerçants, mais il reste Franprix et il reste les marketplaces, qui te permettent d'être livré dans la demi-heure pour toutes tes courses de dépannage. Bon, merci pour cette analyse du marché, Laurent. Merci de nous avoir éclairé sur le contexte le global dans lequel finalement Franprix évolue, dans lequel nous, en tant que consommateurs, évoluons aussi. On va s'attarder maintenant un peu à la proposition de valeur de Franprix. Tu nous l'as en filigrane un peu décrite déjà au travers des propos que tu nous as partagés. Comment tu la résumerais, cette proposition de valeur ? Je dirais, j'ai coutume de dire que Franprix est le bon voisin. C'est-à-dire, tu parlais tout à l'heure du commerce de quartier, du commerce de proximité. Franprix est l'enseigne qui joue, déjà qui est voisin des franciliens. On est tous les 300 mètres dans Paris. Donc, quasiment tout le monde a son Franprix, un Franprix en bas de chez soi. Et on veut être l'enseigne qui est toujours là au quotidien pour nos clients, pour proposer une offre de produits et de services. C'est très important l'aspect serviciel de Franprix, et de services de qualité. Donc chez Franprix, on retrouve tous les produits du quotidien, de grande consommation, et on a une proposition d'offre de services. Par exemple, j'ai inauguré récemment la 200e consigne Vinted dans un magasin Franprix. Donc tu peux aussi déposer ton colis Vinted, aller chercher ton colis Vinted. Tu peux envoyer un colis, tu peux créer une carte grise, tu peux déposer tes bagages. On a un service de consigne qui cartonne depuis qu'on l'a lancé, en partenariat avec Nanny Bag. Bon, voilà, donc c'est une enseigne qui est ancrée localement dans le quartier, dans la vie de quartier, et qui joue un rôle de voisin qui rend service. Voilà. Et c'est vraiment pour moi la proposition de valeur de Franprix et le positionnement de Franprix qu'on essaye vraiment de cultiver en étant une enseigne humaine, joyeuse, avec un aspect relationnel qui est très important, parce que vous avez, c'est une enseigne qui est principalement franchisée. Vous avez des directeurs de magasins ou des gérants pour les franchisés qui sont très proches de leurs clients, qui sont sur la surface de vente. Il y a souvent un relationnel fort entre le gérant et sa clientèle. Donc il y a la dimension humaine du commerce qui est très importante aussi chez Franprix. Merci pour ce petit pitch. D'ailleurs, tu peux nous donner un peu d'éléments pour comprendre la taille, pour comprendre le fonctionnement de Franprix. Combien de points de vente ? Parce que tu dis tous les 300 mètres à Paris, ça veut dire des centaines de points de vente, j'imagine. On a 360 points de vente à Paris. Intramuros. Intramuros. On a en tout plus de 1000 magasins. On en a 1150 pour être précis, mais on en ouvre tout le temps, donc ça bouge tous les jours. Ça donne un ordre de grandeur. Voilà, ça donne un ordre de grandeur, principalement en Île-de-France, à quasi 90% en Île-de-France. Et le reste dans la région lyonnaise et dans le bassin méditerranéen, principalement à Marseille, mais on a aussi d'autres villes qu'on attaque. Ce qu'il faut savoir sur Franprix et qui est hyper intéressant, c'est qu'en ce moment, on ouvre un magasin tous les 2 jours. On a ouvert 180 magasins en 2022. On va ouvrir plus de 180 magasins en 2023. Et donc, on veut vraiment saturer les villes dans lesquelles on est présente. Parce que c'est le modèle de Franprix. C'est ce que je te disais, c'est d'être voisin, c'est d'être présent à tous les coins de rue et c'est d'être proche de nos clients. Et l'ambition de Franprix, ça a été en 2022 de doubler le parc à 5 ans. Donc passer de 2000 à 2000 magasins là, en 5 ans. Et on est en ordre de marche, vu que ça va faire 2 années de suite qu'on ouvre quasiment 200 magasins. En densifiant le maillage parisien, en l'élargissant à la petite couronne, c'est comme Alors, ça principalement l'élargissant à la petite et la grande couronne. D'accord. Parce que
Le centre-ville parisien commence déjà à être pas mal saturé de commerce de proximité, même s'il y a encore des opportunités. On ouvre des magasins dans Paris intramuros qui cartonnent dans certaines zones. Mais c'est vrai que c'est principalement la petite et la grande couronne qui sont nos cibles de prédilection et, comme se disait, l'agglomération lyonnaise et marseillaise. Mais toutes ces petites villes du Grand Paris, il y a plein de villes qui sont encore vierges de commerce de proximité où on apporte ce nouveau mode de consommation dont je parlais tout à l'heure. Et on a un super accueil quand on arrive. Les surfaces, la taille des surfaces moyennes, c'est quoi le nombre de références moyens, c'est quoi? Je crois que c'est un peu des KPI qu'on utilise pour... La moyenne, c'est autour de 300-350 mètres carrés. On a entre 5 et 7 000 références en moyenne. Mais par contre, Franprix a un parc assez hétérogène. Ça va de 150 à plus de 1000 mètres carrés. Okay. Donc c'est pour ça qu'avec plus de 1000 magasins, on fait un gros travail actuellement de segmentation pour avoir vraiment une proposition commerciale, une proposition de valeur qui soit différenciée, qu'on soit dans un petit magasin snacking de 150 mètres carrés ou dans un magasin de 1000 mètres carrés qui a un rôle beaucoup plus de supermarché, de grosses courses, etc. Et on est en train de travailler pour faire évoluer un peu notre concept pour être au plus près des attentes de nos clients qui sont très différentes entre ces deux types de magasins. Je vais t'emmener sur ce point-là. J'ai bien constaté que le Franprix qui est en bas de chez moi n'est pas tout à fait le même que le Franprix que je peux croiser ailleurs dans le centre de Paris, où j'ai pu voir par exemple un café à l'intérieur du Franprix. Comment on fait pour adapter ça? Comment on arrive à convaincre un gérant que son Franprix ne sera pas tout à fait le même que celui de son voisin ou de son copain qui a un Franprix ailleurs? Comment on a une cohérence en fait, tout en ayant des différences adaptées aux populations locales, en travaillant avec des franchisés, parce que voilà, c'est pas comme quand on est en propre et qu'on impose un peu son truc. On doit travailler en collaboration avec un entrepreneur. Alors la question est très pertinente parce que c'est tout le challenge de Franprix, surtout quand on passe d'une enseigne de quelques centaines de magasins à bientôt quasiment 2000 magasins. C'est une grande force de Franprix de savoir s'adapter localement. On regarde, quand on s'implante quelque part, on regarde beaucoup la typologie de clientèle. Est-ce qu'on est dans une zone de flux ou dans une zone résidentielle? C'est-à-dire, est-ce qu'on a un flux qui est plutôt du midi, bureau, etc. Ou est-ce qu'on a un flux passage ou un flux qui est plutôt du soir, par exemple. Dans les zones plus résidentielles, les gens passent en sortant du bureau. Donc, on fait évoluer notre offre en fonction de deux critères. C'est évidemment la taille du magasin, la typologie de flux et... j'allais dire l'indice INSEE de la zone de chalandise, c'est-à-dire qu'il y a des zones plus populaires et des zones plus premium. Et en fonction de ça, on a des modules d'assortiment et on adapte notre offre en fonction de ça. Un petit magasin dans une zone de bureau va avoir un bar à salade, une offre snacking hyper développée. Un grand magasin dans une zone résidentielle aura des rayons surgelés, fruits et légumes et autres hygiène beauté qui sont beaucoup plus développés. Et ça, historiquement, on l'a beaucoup fait en adaptation locale. On ouvre là, on met ça, enfin voilà. Et on est en train de normer un peu plus tout ça pour avoir vraiment des règles claires en fonction de la typologie du magasin, c'est-à-dire sa typologie de client et de sa taille, quelle est la proposition de valeur. Et voilà, on mixe un peu tous ces éléments. Comment on fait avec le franchisé? Parce que, est-ce que c'est vous qui dites... dans ce quartier-là, c'est tel type de Franprix qu'on va ouvrir parce que, et vous justifiez le truc, ou alors c'est le franchisé qui vient vous voir et dit je pense que c'est... Comment on fait en fait? Alors avec le franchisé, on a un rôle, j'allais dire, de franchiseur. C'est-à-dire qu'on est là pour apporter de l'expertise, pour apporter des analyses de marché, pour apporter de la compétence et pour lui suggérer un certain nombre de choses au niveau de l'allocation des surfaces par catégorie de produits, au niveau du plan magasin, au niveau des assortiments, etc. Après, le franchisé, il est dans son commerce. Donc, il faut qu'on arrive à le convaincre parce qu'il fait quand même... enfin, il est chez lui, donc s'il ne veut pas suivre exactement l'assortiment qu'on lui propose, il peut référencer d'autres produits, etc. Donc notre rôle, c'est d'être le plus expert possible, de lui apporter de la connaissance, de la compétence et de faire en sorte de l'embarquer. Et en général, on le voit dans le concept Franprix actuellement, il est plutôt bien respecté, on a des franchisés qui adhèrent à notre vision du commerce. Mais voilà, tu fais bien de poser la question, c'est un travail au quotidien et il faut réussir à convaincre les franchisés que notre modèle est le bon modèle. Je vais aller donc tirer la pelote de laine encore un peu plus.
Tu parlais des services tout à l'heure, les services avec les consignes, la possibilité de faire le pick-up de ces produits Vinted ou de déposer celui qu'on a vendu. Il y a le e-commerce aussi, avec le rôle joué par chacun des Franprix dans la préparation de commandes, j'imagine, et la livraison. Comment on fait pour embarquer en fait toutes ces populations de franchisés dans la réalisation de ça? Comment ça fonctionne? Alors, effectivement, dans le e-commerce de Franprix, on a voulu mettre le magasin au cœur du système. On s'est beaucoup posé la question, notamment avec l'arrivée des dark stores. Est-ce qu'on fait des dark stores? Est-ce qu'on a des entrepôts de préparation, etc. Pour la proposition de valeur qu'on a, c'est-à-dire livrer très rapidement, on a un atout énorme, c'est notre maillage de magasin. Oui. Donc on peut préparer les commandes au plus près du client. Donc on s'est vite dit que le modèle de Franprix, c'était de s'appuyer sur nos magasins pour préparer les commandes. Et d'ailleurs, notre e-commerce est un peu le prolongement du positionnement du magasin. C'est-à-dire qu'on livre, c'est simple, c'est rapide, c'est efficace, c'est du dépannage, on livre hyper rapidement, également des gros paniers comme des petits paniers. Donc ça a été ça le positionnement du e-commerce de Franprix depuis le départ. Ça veut dire quand même que le client, il a les références du Franprix qui est en bas de chez lui. Exactement. Alors voilà, donc du coup je précise, on a un site et une application, on géolocalise le client. Maintenant, et ça fait, je pourrais y revenir, mais ça fait 2 ans maintenant, on lui propose de choisir son magasin préparateur, parce qu'on attribuait par défaut un magasin préparateur, le magasin le plus proche du client, sauf qu'on avait beaucoup de clients qui nous disaient « mais moi, c'est le magasin qui est au bout de la rue que j'aime, dans lequel je fais mes courses, pourquoi c'est pas lui qui peut me livrer, etc. » Donc on a fait évoluer notre modèle pour que le client puisse choisir son magasin préparateur. La commande, le client fait ses courses, la commande tombe dans le magasin, pam, il la reçoit sur son PDA, il a son outil de picking, il prépare la commande, on est relié avec notre prestataire de livraison. Dès que la commande PAM est préparée, le prestataire arrive, il prend la commande et il l'amène chez le client. Ça nous permet d'être au plus proche du client et ça permet de proposer l'assortiment du magasin préparateur. Et donc, un peu à la Deliveroo, vous voyez les Franprix qui sont autour de chez vous, vous voyez le nombre de références, vous voyez la note du client et vous pouvez dire mais c'est le Franprix de la rue d'Aligre, je veux que ce soit celui-là qui me prépare ma commande. Et ça permet de mettre le magasin au cœur et surtout, je trouve que ça aide beaucoup à la transformation du modèle, c'est qu'on implique les magasins dans la préparation des commandes. Donc, ça a transformé le rôle des employés magasins parce qu'ils sont aussi alloués aux préparations de commandes. Ça leur met un peu le pied dans le e-commerce, dans le digital, etc. Et ça permet d'embarquer et de créer un mouvement au niveau de l'entreprise. Et ça a été hyper vertueux. Et comment vous faites la répartition des revenus? Est-ce que ça a un coût de faire livrer? C'est le Franprix du quartier qui prend en charge ça. Comment on fait? Déjà, ce modèle nous a permis d'être hyper inclusif avec nos franchisés, parce que tout franchisé qui veut faire de e-commerce, moi je le branche sur l'application Franprix, donc il devient magasin préparateur et il peut faire du e-commerce. Ça évite tous les sujets que peuvent avoir certaines enseignes, je ne vais pas en citer, mais qui font du e-commerce, qui bénéficient à la centrale, et les franchisés n'en voient pas la couleur, quoi. Et ça évite de monter un système de rétribution, j'ai pris un client dans ta zone, etc. Donc les franchisés participent au e-commerce, et le chiffre d'affaires qui est généré en e-commerce, c'est du chiffre d'affaires magasin, donc qui va dans la poche du franchisé, et évidemment le coût de la livraison est également porté par le franchisé. C'est pour ça que on ne va pas forcer les franchisés à faire du e-commerce, on leur propose. Il y en a beaucoup, pour eux, c'est un moyen de développer du chiffre d'affaires, certes un peu moins margé, parce qu'il y a le coût de la livraison dans tout ça. Avant, dans le modèle classique, c'est le client qui vient, qui fait sa commande, on va dire, qui fait ses courses et qui passe en caisse. Là, il faut qu'on prépare la commande pour lui et qu'on finance la livraison. Mais c'est quand même des paniers qui, en général, sont beaucoup plus gros et ça permet de développer du chiffre d'affaires additionnel. Donc, on arrive bien quand même à embarquer les franchisés. Et on propose du e-commerce en propre avec notre site et notre application Franprix, mais on a aussi développé un partenariat qui cartonne avec les marketplaces, c'est-à-dire avec Uber Eats, Deliveroo. Et là, vous avez plus de 600 magasins Franprix qui sont sur Uber Eats, Deliveroo, et donc qui préparent des commandes pour des clients de ces plateformes-là. L'intérêt, allons sur ça, l'intérêt pour un franchisé ou pour globalement l'enseigne Franprix d'utiliser les marketplaces comme Uber Eats ou Deliveroo,
c'est d'accéder à un volume supplémentaire que vous ne pourriez pas avoir avec votre seule app. C'est quoi la raison qui explique la coexistence des deux modèles, c'est-à-dire in-house avec votre app et les marketplaces par ailleurs? Et est-ce que c'est plus cher que d'aller sur les marketplaces que de le faire par soi-même? C'est une bonne question. C'est l'éternel débat des retailers. Qu'est-ce que je fais avec le marketplace? Est-ce que je fais moi-même une marketplace? Est-ce que je vais sur les marketplaces des autres? C'est vraiment les sujets que se posent tous les distributeurs là depuis quelques années. Moi, j'y ai vu, on pouvait les considérer comme des concurrents, Uber Eats, Deliveroo. Quand ils s'attaquent à la verticale course, moi j'ai vu une super opportunité de développer le chiffre d'affaires de nos magasins. Et donc au contraire, ça crée un business additionnel. L'intérêt par rapport à notre e-commerce en propre, c'est quoi? C'est que tous les coûts d'acquisition, tout le marketing, etc. est supporté par les plateformes. Donc eux ont un trafic qui est phénoménal, donc qui m'amène énormément de clients dans les magasins. Et les magasins préparent les commandes et ça génère du volume d'affaires additionnel dans les magasins. Et tu me posais la question, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais évidemment que sur ces marketplaces, on se permet de mettre un petit peu de markup sur les prix. De toute façon, les clients le voient, le savent. Ils sont livrés en 20 minutes, c'est quand même un service exceptionnel qu'on leur propose. Donc on s'y retrouve entre la commission des marketplaces et le fait de mettre des markups sur les prix, ça fait du chiffre d'affaires additionnel pour les magasins qui assure quand même un niveau de marge confortable. Donc c'est tout bénef pour Franprix. Et comme je te le disais, je pense que beaucoup de faiseurs du digital t'en ont parlé. Les coûts d'acquisition sont quand même très élevés. Les Google, Facebook, Co, ça coûte très cher pour aller chercher des clients. Là, les clients sont déjà là et tout le marketing est supporté par les marketplaces. Donc, faire coexister les deux, c'est indispensable parce que le problème avec ces marketplaces, c'est que ce ne sont pas nos clients. Donc moi, je n'ai pas la data, je ne peux pas les adresser derrière et à mettre en place toute ma stratégie CRM avec ces clients-là. Donc j'ai mon e-commerce en propre, j'investis évidemment pour acquérir des clients et faire vivre ce e-commerce-là, mais pour faire du volume et pour aller chercher nos clients partout où ils sont, parce qu'ils sont beaucoup sur Uber Eats et Deliveroo, je suis ravi d'avoir développé du business avec eux. Bon, merci pour tout ça. Tu me fais une super transition vers la dernière partie qui est celle de la relation client en règle générale, de la data, de la fidélisation. Avant qu'on y aille, est-ce que tu peux nous dire globalement, je ne sais pas s'il y a une moyenne ou une fourchette, l'e-commerce pour un point de vente Franprix, ça représente quoi? 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20%? Est-ce que c'est secret ou est-ce que tu peux nous donner un ordre de grandeur? Écoute, est-ce que c'est comme ça que c'est calculé? Est-ce que c'est pertinent de poser la question dans ce sens? Ce sont des données qu'on ne communique pas. Je peux te dire que selon les magasins, ça peut aller de 0 à 20%. Ok, merci. Je ne vais pas aller plus loin. je donne une fourchette assez large. Okay. Voilà. Justement, tu viens de façon très pertinente de parler de la data. Effectivement, quand on est sur une marketplace, on ne possède pas sa data client. Et la data, la connaissance client, c'est clé parce que la fidélisation, ça permet aussi de réduire les coûts d'acquisition. L'acquisition, ça coûte cher. Comment ça fonctionne chez vous, cette relation client, cette fidélisation, ce CRM, cette data? Alors, c'est un sujet qui est particulièrement complexe dans les enseignes de proximité. Pourquoi? Parce que quand on a un petit panier moyen, c'est dur à la fois d'encarter les clients, de les convaincre de prendre le programme de fidélité et de faire en sorte qu'ils sortent leur carte de fidélité en caisse. Dans des grosses enseignes qui ont des plus gros paniers, c'est un peu plus simple. Il y a beaucoup de nos clients qui viennent le midi acheter un sandwich, une bière, un coca ou autre, et qui n'ont pas envie, de s'emmerder avec un programme de fidélité. Donc il faut des arguments vraiment convaincants, et c'est hyper stratégique pour nous. Pourquoi? Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, quand j'arrive à encarter des clients, j'élargis ma base client, j'ai des contacts, et derrière, je peux les adresser et suivre tout leur comportement d'achat, et les faire revenir. Je reviendrai un petit peu sur cette partie CRM. Mais tout ça pour dire quoi? C'est clé d'avoir un programme de fidélité qui est clair, qui est compréhensible par le client et qui va donner envie
aux clients d'être membre de ce programme-là. Donc, on a beaucoup travaillé différents aspects du programme. Bon, on a un programme qui est principalement digitalisé, c'est-à-dire dans l'application Franprix, tu as ta carte de fidélité, tu as tes points fidélité, tu as tes promos spécifiques tu peux le mettre fidélité. Dans ton wallet. Bien sûr, la carte de Google, fidélité, et j'invite tout le monde à le faire. Téléchargez l'appli Franprix. Vous pouvez vous faire livrer en 30 minutes, mais en plus, vous avez votre programme de fidélité qui est incorporé et vous pouvez suivre un petit peu à la fois votre consommation, vos promotions, les points dont vous disposez, etc. Et on a aussi des promos en magasin qui sont spécifiques pour les porteurs de cartes de fidélité. Voilà. Donc ça, c'est le premier travail, c'est de faire grossir notre base. Et après, une fois qu'on a cette base-là, évidemment, pour éviter des coûts d'acquisition qui peuvent être très élevés, notamment pour notre e-commerce, quand tu as une grosse base d'encartés, derrière, tu peux les adresser en CRM, faire la promotion de tes différents services, du e-commerce, etc. Et on a évidemment un marketing automation qui tourne comme beaucoup de boîtes, avec des programmes anti-churn. Quand on voit des bons clients qui réduisent leur fréquence, hop, on peut leur envoyer un bon d'achat pour les faire revenir. Quand on voit des clients qui achetaient telle typologie de produits qui l'achètent plus, on peut promouvoir ces produits-là pour les inciter à revenir et à consommer ces produits-là. Enfin voilà, et on peut avoir un marketing vraiment personnalisé. Aujourd'hui, il y a la data et les acteurs, les outils CRM permettent vraiment d'adresser de manière hyper personnalisée des offres qui vont correspondre aux clients à qui on les adresse, et les faire revenir, et les fidéliser, et augmenter la fréquence, etc. etc. Comment vous faites pour la gestion de cette donnée et des CRM ? Est-ce que tout est décentralisé, tout est centralisé ? Est-ce que le gérant a une part de... Est-ce qu'on lui donne part à tout ça, ou finalement c'est... Non, dans notre rôle de franchiseur, c'est assez technique quand même. C'est nous qui récoltons la data client, c'est nous qui adressons les clients, c'est nous qui mettons en place toutes les opérations marketing pour augmenter la fréquence, pour réduire le churn, etc. Et donc c'est plutôt à la main de l'amont qu'à la main des franchisés. Eux, leur travail, c'est de bien accueillir les clients, c'est de bien respecter les guidelines en termes d'assortiment, de prix, etc. Mais ça, c'est plutôt le rôle, c'est plutôt en amont que c'est géré. Cette donnée, elle est gérée au quotidien, j'imagine. Il y a des décisions qui sont prises. Comment elle est pilotée ? Écoute, on récolte énormément de données, J'imagine. On a toutes les transactions, nos clients fidèles, on connaît leur fréquence d'achat, on sait ce qu'ils achètent, quand est-ce qu'ils achètent, quel montant ils achètent, etc. Donc on a eu un gros travail chez Franprix de structuration de cette data pour qu'elle puisse être disponible à tout le monde. Moi, je ne crois pas trop aux entreprises où la data aux organisations où la data est vraiment à part et un service data que tout le monde sollicite. Non, le but, c'est d'acculturer, qu'on ait des référents data dans chaque métier et que chacun puisse utiliser cette donnée pour créer sa stratégie. Et donc, oui, on récolte beaucoup de données et ça nous sert à affiner notre offre de produits, à affiner nos prix, à affiner notre stratégie marketing, à affiner nos bons d'achat, etc. Et c'est un pilotage au quotidien, mais pour ça, il faut vraiment avoir une donnée clean et la rendre disponible dans les différents métiers. Autre type de données qu'on récolte, j'ai lancé ça chez Franprix en 2020, c'est le NPS, c'est-à-dire, au-delà du NPS, c'est de vraiment récolter les avis de nos clients et de savoir ce qu'ils pensent de nos magasins. Chez Franprix, la culture client, elle est vraiment en train de s'installer depuis quelques années, et le fait d'avoir cette remontée client au quotidien, d'avoir des directeurs de magasins qui peuvent interagir directement avec leurs clients via notre partenaire Good Days, anciennement Critiseur, qui nous remonte tous les avis clients, toutes les notes clients, ça permet vraiment d'améliorer le pilotage des magasins au quotidien. Et ça, par contre, c'est de la donnée qu'on partage avec les directeurs de magasins. Ils ont chacun une plateforme, ils voient les avis clients, ils voient les notes de leurs clients, et donc ça leur permet vraiment d'ajuster leur manière d'opérer, de faire du commerce en fonction de ces avis clients. Est-ce que vous allez très 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 finement dans la donnée jusqu'à aller comprendre, analyser la donnée d'un point de vente pour dire peut-être qu'il faut qu'on fasse une réorganisation de l'assortiment dans ce point de vente, ou alors c'est trop fin ? On ne va pas croiser des données assortiment client pour réorganiser. On ne va pas
à ce niveau de granularité. Par contre, évidemment, quand on voit qu'on a des problèmes de performance sur un magasin, on analyse les performances des différentes catégories de produits et on se dit, là, on a un problème sur tel rayon, là, on a peut-être un rayon qui est un peu sous-dimensionné, qu'il faudrait repenser. Peut-être que dans le parcours client, le rayon n'est pas bien situé alors qu'il est stratégique. Il faut changer un petit peu le parcours. Donc, on utilise des données, j'allais dire, assez classiques de performance des différents produits et des différents rayons, mais on ne va pas forcément croiser dans tel magasin, tel client, etc. Quoi. Voilà, on fait comme on peut avec toute la donnée dont on dispose. On essaye déjà que ça guide nos principales décisions stratégiques. Mais bon, il ne faut pas non plus se perdre dans trop de données, sinon on n'arrive plus à décider. Écoute, Laurent, je vais te dire un énorme merci pour ces explications, pour nous avoir aidé à comprendre comment fonctionnait Franprix, le commerce de proximité en général. On a largement passé l'heure d'enregistrement. D'accord. C'est passé vite. Ouais, c'est passé vite. Je vais remercier Comexposium avec les événements one-to-one, Retail e-commerce à Monaco et Expérience Client à Biarritz pour le soutien apporté à cet épisode. Merci à vous tous les auditeurs pour votre présence toujours aussi marquée et vos messages d'encouragement. Laurent, dernière question, si on veut te joindre, est-ce que LinkedIn est le meilleur la meilleure des solutions? Bien sûr, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. J'essaye de répondre à la plupart des messages que je reçois. Bon, merci à toi encore. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. À bientôt.